Tu crois peut-être que ton esprit est libre, que tes opinions, façonnées par ta capacité à réfléchir, forment un rempart solide contre l'absurdité du collectif. Mais regarde autour de toi, dans ce monde où tout n'est qu'écho numérique, bienveillance programmée et indignation à la carte. Impossible de comprendre ta place aujourd'hui sans remonter à l'Europe des années 1000. Là, la société industrielle balaie les certitudes anciennes. La foi religieuse, qui donnait sens et direction, s'effondre dans les consciences, laissant un vide que chacun, ou plutôt la foule, s'empresse de combler. Mais avec quoi? La réponse n'est pas l'autonomie, ni la quête de vérité, mais la sécurité dans la masse, la chaleur apeurée du troupeau. Nietzsche observe ce délitement. Pour lui, ce n'est pas la paresse qui domine, mais une terreur silencieuse de la lucidité. Le groupe ne cherche pas à penser, il s'organise, il se protège, il neutralise chaque parcelle de vérité dérangeante. Tu vis la version mutante de ce mécanisme aujourd'hui. Chaque like, chaque commentaire, chaque geste de conformité numérique participe à transformer Internet en une vaste pièce capitonnée déguisée en compassion. La morale majoritaire contemporaine ne veut pas seulement te rendre docile, elle s'érige comme un système sophistiqué d'évitement du réel. La douceur affichée n'est que l'envers d'une brutalité invisible. Déclaration provocatrice, mais nécessité, ta bibliothèque de développement personnel est en réalité un musée de responsabilité évitée. Pas étonnant alors qu'au lieu de libérer, le collectif moderne enferme. La morale des esclaves, selon Nietzsche, n'est pas une acceptation passive des normes, mais une construction collective géniale d'autopréservation. Aucun des récits de bienveillance à la mode ne vise la transformation, ils sont contraires des forteresses d'anesthésie intellectuelle. Les politiques de safe space, de trigger warning sont des anesthésiants du désaccord. Leur véritable fonction, éteindre toute dissonance, masquer toute possibilité de discordance réelle. Demande-toi sincèrement, si la pensée positive fonctionne, pourquoi l'anxiété collective explose-t-elle? Réduire tout ça à la paresse ou à la soumission est commode, mais aveugle. Ce que tu appelles peur d'affronter la réalité, Nietzsche l'analyse en profondeur, c'est une stratégie active de maintien, une auto-organisation de l'aveuglement. La morale dominante permet de ne jamais regarder en face ce qui dérange vraiment. Tu n'es donc pas seulement influençable, tu participes chaque jour à cette dynamique d'auto-sabotage collectif. Peut-être n'as-tu jamais voulu voir à quel point ton confort moral te coûte ta lucidité, mais ce n'est que la première couche du problème, car ce mécanisme ne s'arrête pas à la protection, il s'enracine, il prolifère, il rend toute fuite vers l'autonomie encore plus ardue. Décortiquons maintenant ce processus pour te révéler ce que tu refuses réellement d'affronter. Dans l'Europe des années 1880, Nietzsche assiste à un phénomène inédit. Le conformisme ne s'impose plus à coups de décrets ou de dogmes divins. Non, c'est beaucoup plus efficace. Chacun finit par installer le policier à l'intérieur de son propre esprit. Tu crois sans doute que cette mécanique appartient au passé, que la société industrielle et la crise religieuse ne t'affectent plus. Détrompe-toi. Aujourd'hui, l'outil s'appelle réseau social, mais la dynamique, elle, reste inchangée. Voici la mécanique précise, la morale des esclaves, amorcée par la plupart au siècle dernier, opère désormais comme un dispositif collectif. Ce n'est plus seulement une pression venue d'en haut, c'est ta propre peur du jugement, ton souci d'obtenir des likes, ta hantise d'être problématique, qui t'enchaîne au consensus. Le collectif ne te surveille pas avec des chiens ou des gendarmes. Il t'entraîne à t'auto-censurer, avant même d'oser une pensée dérangeante. Plus tu marches dans les clous du consensus, plus tu effaces la silhouette de ta pensée. Tu te demandes à quel moment l'évitement personnel devient un système. Ce moment advient quand l'algorithme, ce miroir déformant, te récompense chaque fois que tu t'alignes, que tu likes, que tu partages ce que tout le monde attend. L'évitement cesse d'être un simple réflexe de peur, il devient le carburant d'une économie psychique, où chaque autolimitation se valorise en capital social. Plus tu t'autocensures, plus tu obtiens d'approbation. Imagine, chaque impulsion franche, chaque élan critique, doit d'abord passer le filtre de ton anxiété sociale, encouragée par le collectif numérique. L'autocensure numérique agit comme un vaccin mal dosé, elle t'immunise contre toute crise de lucidité, mais te rend incapable de supporter la moindre piqûre de vérité. Tu ne cultives plus l'éveil, mais l'adaptation, et tu y trouves une satisfaction mortifère, celle d'avoir sauvé, non ta conscience, mais ta place dans la masse. Maintenant déchire cette illusion populaire, Nietzsche n'idolâtre pas ceux qui brisent les codes par pure provocation. Ce n'est pas l'exhibition du rebelle de pacotille, ou du faux alpha sûr de lui qui l'intéresse. Il dénonce la discipline du confort, le travestissement de la censure collective en vertu suprême. Quelle valeur a ta liberté d'expression si tu t'auto-exclus d'avance de tout conflit? Ce qui te semble autonomie n'est souvent que la version high-tech de l'évitement médiéval. Ce que tu crois être de la prudence ou de la maturité, c'est l'empreinte que laisse sur toi l'injonction collective à rester inoffensif, invisible, conforme. Mais alors,
Que te reste-t-il quand toute grandeur intellectuelle s'écrase contre le plafond du consensus? Jusqu'où iras-tu pour acheter du confort social au prix de ta lucidité? Regarde bien ce malaise grandissant. À la fin de ce processus, la vérité devient asociale, presque radioactive. Tu arrives à un carrefour psychologique. Choisis-tu la discipline de la lucidité ou la sécurité du troupeau algorithmique? Ce choix brûle toute illusion, et il prépare l'éveil brutal dont tu auras besoin pour affronter la suite. Regarde-toi vivre, là dans le confort invisible que tes habitudes t'ont sculpté. Ce n'est pas un luxe, c'est un piège ancestral. Tu veux croire que ton esprit t'appartient, que tu es maître de tes opinions, fausse assurance. En Europe, dans les années 1880, tout bascule. Les clochers ne dictent plus le rythme du sens. L'industrialisation étouffe les dernières braises de vitalité individuelle. Nietzsche, isolé dans un continent en mutation, contemple la naissance d'une nouvelle idole, la masse. Avant, l'homme trouvait sa place dans la transcendance. Avec la chute de Dieu, c'est la sécurité du nombre qui remplace la foi. Crois-tu être différent parce que tu as accès à des millions de voix sur ton écran? Illusion totale. Tu es plongé dans une soupe d'opinions prédigérées, plus vulnérable que jamais à la contagion du conformisme. Ce que Nietzsche perçoit chez ses contemporains, tu l'incarnes à l'ère des réseaux, le repli sur le plus petit dénominateur commun, la fuite devant toute vérité qui dérange l'instinct grégaire. La modernité t'a vendu la liberté, mais enrobera ton autonomie dans le coton d'une morale collective faible. Ton malaise face à l'incertitude n'est pas un accident. C'est la conséquence d'un conditionnement, l'injonction à ne pas sortir du rang, à ne pas penser contre la masse, parce que la dissidence te condamnerait à une solitude radicale. Tu croyais penser par toi-même, tu exécutes, sans le savoir, le programme d'autosabotage forgé par le troupeau. Tout cela n'est pas qu'un malaise diffus, c'est aussi ta responsabilité. Parce que chaque fois que tu déclines l'effort de la pensée critique, tu consolides les barreaux psychologiques de ta propre cellule. Es-tu certain d'être libre? Ou as-tu simplement intériorisé la peur de la vérité, préférant t'étouffer doucement dans la chaleur du consensus? Prépare-toi, ce que tu considères comme ta force d'adaptation n'est peut-être que la forme la plus pernicieuse de la faiblesse.